dear leaders, Mesdames et Messieurs les dirigeants, chers amis, et à tous, vous tous qui peuvent devenir nos amis parce que vous voulez la sécurité et la paix autant que nous le voulons. Aujourd'hui, nous seuls pouvons garantir la sécurité grâce à une seule des alliances. Les partenaires forts peuvent le faire et nos propres armes. Le XXIe siècle est très différent du passé. Si un pays veut la paix, il doit toujours avoir des armes. C'est terrible, mais telle est la réalité. Ce n'est pas le droit international qui décide qui survit. Excellence, vous savez très bien que le droit international ne fonctionne pas pleinement, à moins que vous ayez des amis puissants qui sont vraiment prêts à le défendre. Et même cela ne fonctionne pas sans armes. C'est terrible, mais sans cela, les choses seront encore pires. Il n'y a aucune garantie de sécurité, si ce n'est les amis et les armes. Cette réalité n'est pas le choix de l'Ukraine. Et connaissant notre population, elle aurait choisi d'autres priorités. Les Ukrainiens sont un peuple pacifique, mais c'est un peuple qui veut vivre librement dans son propre pays indépendant. Voilà pourquoi nous investissons dans notre défense. Pour de nombreux pays, il n'y a tout simplement pas d'autre choix. Les pays peuvent parler depuis ce genre de tribune, mais même en temps de guerre, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas une seule institution internationale qui puisse vraiment y mettre un terme. Telle est la faiblesse à laquelle sont arrivées les institutions internationales. Qu'est-ce que le Soudan, le Somalie, la Palestine ou tout autre peuple vivant dans la guerre, que peuvent-ils attendre de l'ONU ou du système international? Depuis des décennies, il n'y a eu que des déclarations et d'autres déclarations. Et même tout ce qui se passe à Gaza reste sans issue. Même maintenant, en Syrie, et après tous les changements, la Syrie doit toujours en appeler au monde afin qu'il allège les sanctions qui étranglent son économie. La Syrie doit demander et ensuite attendre. La Syrie mérite un soutien plus ferme de la part de la communauté internationale. Et alors que la guerre de la Russie contre mon pays se poursuit, les personnes continuent à mourir chaque semaine. Pourtant, il n'y a pas de cessez-le-feu parce que la Russie le refuse. La Russie a enlevé des milliers d'enfants ukrainiens et nous avons réussi à en ramener quelques-uns chez nous et je remercie tous ceux qui nous ont aidés. Mais combien de temps faudra-t-il pour les ramener tous chez eux, tous ceux dont l'enfance disparaît plus vite que le rythme auquel les adultes peuvent aider. Regardez Israël, 2 ans se sont écoulés, mais les otages n'ont toujours pas été libérés. Ils doivent être libérés, mais ça n'a toujours pas eu lieu. Et depuis des années, il n'y a pas eu de véritable réponse à d'autres menaces, que ce soit les armes chimiques ou l'utilisation de la famine comme arme de guerre. L'année dernière, ici à l'Assemblée générale, j'avais averti le monde concernant le risque de catastrophe radiologique, notamment en raison de l'occupation par la Russie de notre centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus importante d'Europe, mais rien n'a changé, rien. Et hier, la centrale nucléaire a connu un nouveau blackout et la Russie n'a pas arrêté ses pilonnages, même dans des zones près des centrales nucléaires. Et en raison, parce que les institutions internationales sont trop faibles, cette folie se poursuit. Même le fait d'appartenir à une alliance militaire qui existe depuis longtemps ne signifie pas automatiquement que vous êtes en sécurité. Tout récemment, 19 drones russes tout simples ont violé l'espace aérien polonais. Seuls 4 ont été abattus. Heureusement, ce n'étaient pas des shahids ou pire encore. Autrement, les résultats auraient été horribles. L'Estonie a dû demander la convocation d'une séance du Conseil de sécurité pour la première fois de l'histoire parce que les avions de chasse russes ont délibérément pénétré son espace aérien. Le Moldova se défend à nouveau contre les ingérences de la Russie. Nous aidons le Moldova et la Russie essaye de faire au Moldova ce que l'Iran autrefois a fait au Liban. Elle a
riposte internationale, encore une fois, est insuffisante. Nous avons déjà perdu la Géorgie en Europe. Les droits humains et la nature européenne du système de l'État ne sont plus que l'ombre de l'eux-mêmes. La Géorgie dépend maintenant de la Russie. Et pendant des années, le Bélarus est orienté vers la dépendance contre la Russie. La dépendance à la Russie. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre également le Moldova. Il est important de se souvenir comment le monde a autrefois ignoré la nécessité d'aider la Géorgie après l'attaque de la Russie, comment on a raté cette opportunité également pour le Bélarus. Et il faut se souvenir qu'il ne faut pas perdre le Moldova. Pour l'Europe, soutenir la stabilité de Moldova, ce n'est pas coûteux, mais si elle ne le fait pas, ça entraînera un prix bien plus élevé. C'est pourquoi l'Union européenne doit aider le Moldova maintenant avec des financements et un soutien énergétique, pas seulement des paroles ou des gestes politiques. Nous ne devons pas oublier la protection des droits des personnes et les droits des nations dans les régions où ces droits sont menacés. La Charte des Nations Unies et la Déclaration de Varsovie des droits humains doivent valoir partout. Elle doit s'appliquer partout. Mais les talibans en Afghanistan ont ramené tout un pays vers les âges sombres. Certains cartels dans certains pays d'Amérique latine sont plus puissants que les gouvernements. Tout cela, c'est l'effondrement du droit international et la faiblesse de l'ordre international. Ce qui compte maintenant, c'est le droit des armes. C'est les hommes qui décident qui survit. Excellence, hier, le président Trump, ici, et bien, Dieu l'a préservé d'une tentative d'assassinat pendant la campagne. Un tireur a tiré sur lui et quelques millimètres seulement lui ont sauvé la vie. Quelques jours, le président, avec des centaines de milliers d'Américains, ont rendu hommage à la mémoire de Charlie Kirk. Malheureusement, sa vie a été réduite à néant par une balle, réduite au silence par un fusil. Nous pleurons également Irina Zarutska, une citoyenne ukrainienne. Elle a été assassinée au couteau ici aux États-Unis, le pays même où elle cherchait refuge face à la guerre de la Russie. Et presque chaque jour, quand nous lisons les informations, nous voyons les gros titres qui nous parlent d'attaques violentes qui ont lieu partout dans le monde. La plupart sont perpétrés avec des armes. On y est déjà habitué, mais les armes évoluent plus rapidement que notre capacité à nous défendre. Maintenant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui savent comment tuer des personnes professionnellement en utilisant des drones. Il est plus difficile de mettre un terme à ces attaques que de mettre un terme à toute attaque aux couteaux, aux fusils, aux bombes. C'est ce qu'a fait la Russie. Autrefois, seuls les pays les plus forts pouvaient utiliser des drones parce qu'ils sont chers et complexes. Maintenant, des drones tout simples, même des drones tout simples peuvent voler sur des milliers de kilomètres. La géographie ne compte plus. Tout cela redéfinit la guerre à la géographie. Tout récemment, les aéroports en Europe ont dû fermer à cause de drones. Les autorités ne pouvaient même pas dire de quel type de drone il s'agissait, qui les avait envoyés, d'où ils venaient. La semaine dernière, la Corée du Nord a annoncé qu'elle avait mené à bien un essai d'un drone d'attaque tactique. Cela veut dire que même des pays qui ont des ressources limitées peuvent construire des armes dangereuses pour leurs voisins. L'Ukraine et des pays comme l'Arabie saoudite ne savent trop bien à quel point les attaques de drones iraniens sont dangereuses. Mais que se passe-t-il quand tous les types de drones deviennent disponibles, même pour des petits groupes terroristes ou des cartels? Le monde avance trop lentement pour se protéger et les armes progressent rapidement. Certains travaillent déjà sur des drones qui peuvent abattre d'autres drones. Et ce n'est qu'une question de temps. Peu de temps avant que des drones combattent d'autres drones, qu'ils détruisent des infrastructures critiques et qu'ils tuent des personnes de manière totalement autonome, sans implication humaine, sauf les quelques-uns qui contrôlent les systèmes d'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs les dirigeants, nous vivons maintenant
la course aux armements la plus destructrice de l'histoire humaine, parce que cette fois-ci, l'intelligence artificielle est en jeu. Et s'il n'y a pas de véritable garantie de sécurité, à l'exception des amis et des armes, si le monde ne peut pas riposter même aux anciennes menaces, s'il n'y a pas de plateforme robuste garantissant la sécurité internationale, restera-t-il un endroit sur Terre qui sera toujours sûr pour les populations? Nous avons besoin de règles internationales maintenant régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle comme arme, et c'est tout aussi urgent que la prévention de la propagation des armes nucléaires. Nous devons rétablir la coopération internationale, une vraie coopération qui fonctionne pour la paix et pour la sécurité. Dans quelques années, ce sera peut-être déjà trop tard. Il y a 10 ans, la guerre paraissait différente. Personne n'imaginait que des drones bon marché pourraient créer des no man's land de dizaines de kilomètres où rien ne bouge, pas de véhicules, il n'y a pas de vie. On pensait que ce ne serait le cas qu'après une frappe nucléaire. Maintenant, c'est la réalité des drones. Ils sont des drones tout simples, produits en masse et pour le moment sans intelligence artificielle. L'Ukraine n'a pas les gros missiles que les dictateurs adorent faire parader. Nous avons des drones qui peuvent voler sur 2 ou 3 000 kilomètres. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de les construire pour protéger notre droit à la vie. Le contrôle des mers, autrefois, dépendait du fait d'avoir une importante marine. Nous n'avons pas une flotte importante, mais nous avons réussi en mer Noire. Nous avons expulsé ce qui reste de la marine russe vers des bases reculées. Nous l'avons fait avec des drones maritimes. Voilà comment nous protégeons nos ports, nos routes commerciales maritimes, parce que la Russie ne nous a laissé aucun autre choix. Notre opération toile d'araignée, lorsque les drones bon marché ont détruit au sol des dizaines de bombardiers stratégiques russes, c'est devenu un exemple partout dans le monde de ce que peuvent faire les nouvelles armes à de vieux systèmes. Ces bombardiers russes même sont ceux qui ont attaqué nos villes. Rien de cela ne serait arrivé si Poutine n'avait pas déclenché cette agression, cette guerre à grande échelle. Et chaque année que cette guerre se poursuit, les armes deviennent encore plus mortelles. Seule la Russie doit être accusée de ces situations pour protéger la vie. L'Ukraine construit des écoles et des hôpitaux souterrains. Nous avons dû dépenser davantage pour protéger les centrales énergétiques des attaques russes que pour protéger des infrastructures culturelles ou sportives. Les agriculteurs ukrainiens apprennent à protéger leur matériel des frappes de drones russes. Et pour eux, ce défi est bien plus important que le changement climatique. La guerre de la Russie nous a placés dans cette situation, mais êtes-vous protégés face à des menaces semblables? Les faits sont les mêmes. Il faut mettre un terme à cette guerre maintenant et à la course mondiale aux armements. Cela revient moins cher que de construire des maternelles ou des bunkers pour les infrastructures plus tard. Arrêter Poutine maintenant, c'est moins cher que d'essayer de protéger chaque port ou chaque navire de terroristes équipés de drones maritimes. Arrêter la Russie maintenant, c'est moins cher que de se demander qui sera le premier à créer un drone tout simple qui pourra transporter une ogive nucléaire. Donc, nous devons utiliser tout ce que nous avons ensemble pour forcer l'agresseur à s'arrêter. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons une véritable chance que cette course aux armements n'aboutira pas à une catastrophe pour nous tous. S'il faut des armes pour y arriver, s'il faut faire pression sur la Russie, alors il faut le faire et il faut le faire maintenant. Autrement, Poutine continuera sa guerre de manière toujours plus intense. Nous vous l'avons déjà dit, l'Ukraine n'est que le premier pays concerné. Maintenant, les drones russes survolent déjà l'Europe et les opérations russes s'étendent déjà à d'autres pays. Et Poutine veut poursuivre cette guerre en l'étendant.
et personne ne peut se sentir en sécurité actuellement. Maintenant, nous sommes en train d'édifier un nouveau dispositif de sécurité pour nous-mêmes. Plus de 30 pays font déjà partie de notre coalition. Nous renforçons notre production d'armes avec nos partenaires. Nous définissons des engagements financiers pour la défense d'une manière qui pourrait devenir un modèle de sécurité pour tout autre pays. Si les garanties de sécurité fonctionnent pour l'Ukraine, si nous avons quelque chose d'autre que simplement des armes et des amis, ça veut dire qu'il aura été possible de faire en sorte que la sécurité nationale devienne non pas un privilège pour quelques pays, mais un droit pour tous. Deuxièmement, nous sommes prêts à ce que nos armes modernes deviennent vos armes modernes. Nous avons décidé d'exporter ces armes. Il s'agit de systèmes puissants, testés dans une guerre réelle, alors que toutes les institutions internationales ont échoué. Nous sommes également à renforcer notre production d'armes avec nos partenaires afin que cette production soit moderne et fiable. Il n'est pas nécessaire d'entamer cette course aux armements à partir de zéro. Nous sommes prêts à faire part de ce qui a déjà fait ses preuves pour une défense réelle. Et quatrièmement, beaucoup de personnes, beaucoup de pays dans le monde ne sont toujours pas préoccupés. Mais regardez combien de pays sont ici présents à cette Assemblée générale, des pays qui sont en guerre ou qui viennent d'émerger de la guerre ou qui essayent de mettre un terme à une guerre ou qui se préparent ouvertement à la guerre. La guerre concerne déjà bien trop de personnes pour que vous puissiez dire que cela ne vous concerne pas. Donc cela dépend de vous. Est-ce que vous allez aider la paix ou est-ce que vous allez continuer à faire du commerce avec la Russie pour aider la Russie à financer cette guerre? Ça dépend de vous. Est-ce que les prisonniers de guerre seront libérés? Est-ce que les enfants enlevés pourront rentrer chez eux? Est-ce que les otages seront libérés? Cela dépend de vous. Qu'est-ce qui définira notre existence? La guerre comme maintenant ou notre action commune, comme cela devrait être le cas? Hier, nous avons eu une bonne réunion avec le président Trump et je me suis également entretenu avec de nombreux autres leaders, dirigeants. Ensemble, nous pouvons changer beaucoup de choses. Bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que l'Europe nous aide véritablement. Et bien sûr, nous comptons sur les États-Unis. J'apprécie son soutien lorsque nous le recevons. Effectivement, beaucoup dépend du G7, du G20, mais en dernière analyse, la paix dépend de nous tous. Elle dépend des Nations Unies. Donc, ne restez pas silencieux alors que la Russie poursuit sa guerre. Exprimez-vous, condamnez-la. Rejoignez-nous pour défendre la vie et le droit international et l'ordre international. Les populations attendent l'action. Je vous remercie. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine.